Bonjour, je m'appelle Alicia, bienvenue à cet épisode de Ça vaut le détour. Aujourd'hui, le courtier immobilier David Boulian nous parle des étapes du processus d'achat d'une propriété et nous donne quelques conseils pour ne pas se retrouver avec de mauvaises surprises. Du côté de la Côte-Nord, à Galix, nous sommes allés rencontrer Michael Landry, un jeune maraîcher qui cultive la terre selon les principes de la permaculture. Mais tout d'abord, Jonathan Wizard a un passe-temps plutôt original, la recherche d'or dans les rivières du Québec. Je me suis prêtée au jeu avec lui sur la rivière Chaudière dans le secteur des Rapides du Diable. Et savez-vous quoi? On a réussi à trouver quelques pépites. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Aujourd'hui, on est avec Jonathan Wizard, qui est un amateur et chercheur d'or. En fait, on est présentement ici à Beauceville, à côté de la rivière Chaudière. On a une belle température, il fait beau. Ça vient d'où, justement, cette passion-là? Bien, la passion de chercher, c'est tout simplement comme quand j'étais un petit garçon, trouver des trésors de pirates puis de plein d'histoires dans le genre. Puis effectivement, comme quand j'ai débuté il y a 3 ans, j'ai croisé des vrais pirates québécois. Des gars ils ont tout leur matériel ils s'en vont dans des rivières, puis ils cachent leur coin parce qu'ils ont trouvé quelque chose. Fait que c'est vraiment un petit monde à part, mais les gens sont tous fins entre eux autres, les chercheurs d'or, là. Ça, c'est vraiment d'y aller tranquillement. J'y vais toujours par 3 coups, en général, moi, là. Je le brasse régulièrement. Jonathan, pourquoi est-ce que l'or, on la retrouve dans les rivières? Bien, avec l'érosion, avec les siècles, le temps, de chaque côté, la pluie, l'eau, la glace, tout le kit a ramassé ça des rochers, comme qu'on peut voir. Puis des fois, il y a des veines de quartz, puis il y a des petits morceaux qui se sont détachés tranquillement avec la pression de l'eau des rivières. Tu sais, ça a pris graduellement du temps, ça arrache des minuscules morceaux, puis ça se ramasse dans les rivières, comme dans les coins de poussière dans les maisons, là, ça se ramasse là. Puis sinon, dans les rivières, c'est dans des places qui s'appellent les chaudrons. Des endroits où l'eau peut tourbillonner ou se ramasser dans des petits coins, des raccoins, fait que ça reste dans le fond. Est-ce qu'on le verrait quand même vite s'il y a des pépites? Bien, il faut le nettoyer au complet. Bien, des pépites, ça, c'est vraiment plus gros, mais des petites paillettes d'or ou des petites poussières d'or, en force de nettoyer, on pourrait en trouver. Mais ici, il paraît que c'est réputé qu'on en trouve. Fait que... OK. Toi, tu te balades à travers les rivières au Québec? Tu fais plusieurs endroits? Principalement dans le centre du Québec, parce que j'habite dans ce coin-là, dans les centres du Québec, dans les rivières, puis on en trouve un petit peu. Fait que, mais je suis pas allé partout en province, là, pas moi. Mais j'ai jasé avec d'autres chercheurs d'or qui sont basés un peu partout dans le Québec. Il y a des secteurs, puis il paraît qu'il y en a plus, fait que, ou moins, peu importe. Mais c'est vraiment comme ils disent souvent, bien, moi c'est pour le passe-temps, puis il y en a d'autres, vraiment, c'est pour trouver de l'or puis faire un petit peu d'argent. Est-ce qu'on peut vraiment gagner sa vie en trouvant Gagner sa vie, je ne sais pas Québec? trop au Québec, là, comme amateur passe-temps, mais il y en a, je sais, qui ont trouvé des beaux montants en or, là, fait que plusieurs onces d'or au Québec, là, fait que, mais il faut vraiment être assidu, se promener puis chercher, là. Moi, j'y vais pour manger mes sandwichs dans le bois puis être relax. Puis je suis très peureux, fait que j'ai peur des animaux, fait que j'y vais bien équipé, là. Ah, je pense que oui, il y en a une ici, là, on dirait. Ça, là? Oui, c'est ça. Oui, là, puis il y en a une en arrière aussi. Il y en a 2, félicitations! Tu penses que c'est de l'or? Bien, ça a l'air à ça, en tout cas. Je peux-tu le nettoyer? Ouais. Oui, vas-y. Juste voir... À la bâtisse, c'est vraiment familial parce que c'est le fun. On peut y aller avec les enfants. Avec mon garçon, je suis allé occasionnellement. Puis c'est le fun. Il est à côté de moi. Puis Tu lui montres comment ça marche. Oui, puis, bien, il sait déjà un peu. Fait qu'on on n'a pas vraiment trouvé beaucoup ensemble, là, mais c'est plus le fait d'être à l'extérieur. Ouais. J'en ai fait tout un été, vraiment beaucoup. Puis ça, quand on est dans le bois ou en forêt, il n'y a pas de monde autour de nous autres, puis on reste vraiment tranquille. On décroche un peu. Oui, c'est vraiment un décrochage parce qu'on veut retrouver peut-être un autre mini paillette, mais comme tu as vu, c'est vraiment minuscule, là. C'est vraiment pas pour la valeur de ce que ça vaut, c'est vraiment pour le passe-temps. Jonathan, est-ce que monsieur et madame tout le monde, demain matin, décident d'aller chercher de l'or, peuvent se rendre sur une rivière et aller en chercher? En fait, oui, on peut. Préalablement, il faudrait se procurer le petit permis de prospection légal au Québec pour pouvoir aller sur les terrains publics ou quoi que ce soit. C'est
plus préférable être dans la légalité toujours que d'aller sur le terrain de quelqu'un puis d'aller prospecter sans sa permission. Et on demande toujours les permissions si on va sur une rivière d'un fermier ou quoi que ce soit parce qu'il va se demander qu'est-ce qu'il fait là, lui là, c'est-tu quelqu'un du gouvernement qui veut détruire mon terrain? Fait que si on a la petite carte, on se présente, on dit qu'on vient juste faire ça pour un passe-temps, ça passe toujours mieux que d'aller sur un terrain puis dire hey, je m'en viens gratter dans le fond de ta rivière. Les gens, ils n'en voient pas nécessairement beaucoup des chercheurs d'or amateurs, fait que ça peut... On se demande qu'est-ce qu'il fait, là, le gars, là. Ouais, Jonathan, écoute, on a trouvé quelques pépites, ça donne le goût. Paillettes. Ça donne quand même le goût de recommencer. Bien sûr, oui. Merci de nous faire découvrir ça, si ça peut nous en apprendre davantage sur la recherche d'or, puis... oui, ça peut inciter d'autres personnes à communiquer avec moi. Je vais peut-être vous donner des petits cues pour savoir comment ça marche, puis c'est toujours le fun de se connaître entre chercheurs d'or. À force de travail et de patience, on a quand même réussi à trouver quelques mini-pépites d'or dans la rivière Chaudière. Mais comme Jonathan l'a mentionné, on ne gagne pas vraiment sa vie à rechercher de l'or. Il ne faut pas avoir peur de mettre les pieds dans la boue et dans l'eau pour pratiquer cette activité qui demeure une façon originale de découvrir les magnifiques rivières du Québec. Michaël Landry se spécialise depuis peu dans la culture des fruits et légumes bio à Galix, au nord du 50e parallèle, là où la température fraîche rend parfois difficile l'agriculture et donc l'accès à des produits frais dans la région. Michaël est toutefois bien motivé et est en train de transformer la terre familiale en véritable jardin écologique grâce au principe de la permaculture. Fait qu'ici, c'est la serre. Qu'est-ce qu'on y plante et on fait pousser ici? Ici, on a des piments, des poivrons, en fait. Ouais. Les poivrons qui sont commencés à être en fleurs. Il fait chaud, hein, quand même? Oui, il fait très chaud. Une chance qu'il fait chaud. On a besoin de chaleur. Alors, on est avec Michaël Landry, qui est agriculteur maraîcher pour les terres boréales. Et on est ici sur la terre familiale, en fait. Et tu fais de la permaculture. Explique-moi un peu ce que c'est, la permaculture. La permaculture, en fait, c'est un peu une réponse aux problèmes de l'agriculture conventionnelle. C'est plutôt d'essayer de respecter les lois de la nature puis de créer un peu des écosystèmes qui sont voués à servir de l'agriculture, mais qui sont faits de façon à respecter, je dirais, les codes de la nature. Donc ça se renouvelle un peu naturellement? Oui, effectivement. C'est un peu ça, essayer de faire un principe, une boucle fermée, dans le fond, de produire, détruire, puis régénérer, tout avec le même matériel. Là. Puis après ça, tu remets ouais, lui, il va mourir, là. Non, il va mourir, là. Ça va faire... de la matière organique pour le sol. C'est juste pour amener de la matière organique pour les vers de terre, pour tous les microbes qui sont là-dedans, pour qu'il y ait de quoi se nourrir pendant que... Sinon, je peux faire... Quand ils sont vides, mes champs, je vais tout le temps avoir un jachère que je vais mettre de l'engrais, je vais planter de l'avoine, du seigle, du trèfle, comme je vous ai montré. Okay. Puis ça, je vais leur renfouir, puis je vais nourrir mon sol comme ça. Bon, c'est ça pour les patates. Demi-tour, on en a quand même pas mal. On est en masse pour faire un souper. Oui. Ça devrait être bon. Parle-moi un petit peu des particularités que tu vis ici sur la Côte-Nord, parce que c'est pas nécessairement des conditions idéales pour faire pousser ces produits. Oui, c'est un peu différent de ce qui se fait ailleurs. Justement, le principal, c'est la température. Comme tout, ça a deux facettes de médaille, dans le fond, parce que c'est plus dur, parce qu'il fait plus froid, les périodes de récolte sont plus courtes, tout est un peu plus concentré. Mais en même temps, j'ai pas les mêmes ravageurs côté insectes que j'aurais si j'étais au plus au sud, tout ça. Fait que faut que j'adapte ce que j'ai appris, dans le fond, à ma réalité ici, là, qui est des températures plus basses, des fruits, des nuits beaucoup plus fraîches. Ça sert à quoi? C'est pour planter des graines à haute précision. Avec ça, je remplis le bac de graines, puis j'ai un entraînement à chaîne avec lequel je peux décider exactement à quelle distance chaque graine va tomber. Si j'avais pas ça, ça serait une toute autre histoire. En fait, il faudrait que tu prennes chaque graine. Chaque graine, il faut que je creuse, tout ça, c'est pratiquement impensable. Ce que tu fais, c'est un peu novateur. Est-ce que tu penses que derrière tout ça, il y a une certaine sensibilisation qui se fait auprès de ta clientèle? Oui, j'espère que ça va se faire. Moi, en tout cas, je crois que la plupart des gens, en tout cas, que j'ai parlé de mes clients, sont quand même conscientisés sur l'aspect qu'il faut que ça soit fait comme ça.
Je pense que de plus en plus, la nouvelle génération d'agriculteurs s'en vont de plus en plus dans ce sens-là parce que au lieu de créer les problèmes que la monoculture crée habituellement, des terres désertiques après des années de récolte et tout ça, c'est un peu des réponses à ces problèmes-là. Puis en même temps, je pense que la nature nous le rend bien dans le sens où les produits qu'on a dans une sorte de culture comme ça sont très bons, sont beaucoup meilleurs au goût, en saveur, autant côté santé aussi, parce qu'on n'a pas de produits chimiques, pas d'agents de conservation, tout ça. Ça oblige d'avoir un petit réseau aussi, c'est pour ça qu'on reste local autant que possible. Puis on fournit notre petit monde comme ça, puis on fait des heureux tranquillement. Merci, Michael, de nous avoir accueillis sur ta terre merci. familiale ici. Puis je pense que tu as encore beaucoup de travail qui Ouais, t'attend. ouais. On va aller s'amuser un peu. Ouais, merci. Merci. Le projet de Michael Landry, Terre boréale, offre la possibilité à quelques familles d'avoir accès à des produits frais, mais c'est aussi une façon d'éduquer la population sur l'importance de consommer localement. Si les principes de la permaculture prennent en considération la biodiversité des écosystèmes, il s'agit surtout d'une manière de produire de façon durable, qui demande peu d'énergie et qui respecte l'environnement. Alors, on se retrouve maintenant en studio. Je suis avec David Bouliane, qui est courtier immobilier chez Via Capital. Et aujourd'hui, on va vous parler un peu du processus d'achat d'une maison, parce qu'on sait qu'acheter une maison, c'est quand même un projet qui est important au cours d'une vie. C'est un bien matériel qui vaut cher, mais qui fait aussi partie d'un projet de vie aussi, David. J'aimerais ça que tu m'expliques tout d'abord, est-ce qu'il y a des choses à savoir avant de se lancer dans l'aventure? Oui, bien, c'est un processus qui est très, très positif, hein? Qu'on soit en compagnie de notre conjoint ou qu'on souhaite acquérir une propriété seule. Je pense qu'il faut s'entourer puis bien connaître justement ce processus d'achat. La première chose importante qu'on suggère à tout bon acheteur immobilier, c'est de bien connaître son scénario, ses capacités financières. Donc, la première rencontre que l'on doit tenir, c'est de s'entourer d'un professionnel qui va nous parler des prêts hypothécaires, de notre capacité d'emprunt, des différents frais qui sont relatifs à l'achat de la première maison. Ensuite de ça, les mises de fonds. Qu'est-ce qu'on doit fournir à notre institution financière en termes d'argent, les documents qu'on doit emmener là, pour accéder à ce type de prêt hypothécaire-là. Cette discussion-là, au niveau de l'hypothèque, elle est très importante. C'est la première étape à franchir dans l'acquisition d'une propriété. Donc ça aide vraiment à savoir si on est en mesure d'acheter telle ou telle propriété, de définir un budget finalement. Exact. Le budget va nous permettre de ne pas travailler à l'envers lors de nos recherches, de visiter des produits que nous sommes en mesure d'acquérir. Si on n'a pas les moyens, bien, c'est difficile de retourner en arrière. Donc ça peut devenir un petit peu, sans dire démoralisant. Chaque propriété a une valeur, chaque élément qui se retrouve à l'intérieur de la propriété vient justifier ces valeurs-là. Donc, pour faire une acquisition dans le bon ordre, il faut établir nos capacités d'emprunt dès le départ. Puis justement, quand on les a établies, ces capacités d'emprunt, quand on a établi ce budget-là, c'est quoi les étapes par la suite? Bien, souvent, c'est la recherche de propriété. Quand on parle que c'est stimulant, positif, là, c'est vraiment intéressant de se pencher sur les sites Internet pour visiter l'intérieur des propriétés avant même de se déplacer. D'établir nos besoins aussi. De chercher sur les sites Internet, ça va nous permettre d'établir notre besoin, mais de se projeter un petit peu dans le temps, puis s'assurer de bien comprendre quelle utilisation qu'on va faire de notre maison. C'est très important. On parle souvent d'une optique de 1 à 5 ans, de 5 à 10 ans, de 15 ans et plus, donc tout dépendamment de la durée de vie utile de votre future maison. Je pense qu'il faut se projeter dans le temps pour bien établir nos besoins. L'autre étape super intéressante, là, c'est vraiment au niveau de la visite. Parce que là, on est sur place. Notre rêve commence à grandir tranquillement. Il y a des échanges justement avec la personne avec laquelle on achète. Donc ça, c'est très, très stimulant, comme je dis. Puis il y a des choses, des points importants à porter attention lors des visites. Il y a beaucoup d'informations qui peuvent être reçues justement par la personne qui va nous présenter la maison. Il y a des questions pertinentes à poser. Je pense que les visites de maison, il n'existe pas un nombre magique de propriétés à visiter, mais plus on en fait, plus on va avoir une ouverture sur le marché, plus on aura une ouverture sur nos besoins aussi.
Donc, la visite des lieux, c'est toujours quelque chose qui est bien, bien stimulant. Là, David, on a visité sa maison, on est un peu tombé en amour, on a eu un coup de cœur avec la propriété qu'on a visitée. Qu'est-ce qu'il faut savoir après dans le processus? Ce qui est important de faire, c'est de bien connaître la valeur de notre propriété, de bien connaître la réalité actuelle du marché immobilier dans notre secteur où est-ce qu'on souhaite acheter la propriété, parce que ça a une grosse incidence. La valeur de notre maison, c'est un gros investissement financier. On doit s'assurer de payer le juste prix ou de tout de même là, être en mesure de voir le potentiel derrière tout ça. De Donc, négocier. il y a une expertise derrière ça qui est très, très importante au niveau de fixer le prix d'achat de la propriété. Du moment où on s'est entendu avec notre vendeur, c'est là qu'il y a différents experts qui se mettent à notre disposition pour compléter différentes conditions à notre réalisation de notre promesse d'achat. À titre d'exemple, il y a des inspecteurs en bâtiment qu'eux vont avoir des connaissances spécifiques dans la mécanique du bâtiment, dans tous les éléments de la construction. Ces spécialistes-là vont pouvoir nous faire un portrait réel et actuel de l'état général de notre propriété. Ça va nous permettre de bien connaître notre maison, mais surtout d'en faire un bon calendrier d'entretien vers le futur. Au niveau de la valeur d'une propriété, quand on n'est pas nécessairement dans le domaine, comment est-ce qu'on fait pour connaître la valeur du marché immobilier? Il existe des méthodes pour venir calculer de façon très, très précise la valeur des propriétés. Il y a des spécialistes qui ont cette connaissance-là, entre autres les courtiers immobiliers. Donc, c'est important de bien s'entourer puis s'assurer de payer le juste prix de notre maison parce que veut pas, c'est des remboursements qui se font sur une longue période, puis on veut s'assurer là, que ce soit une belle expérience. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont essentiels à regarder dès le départ après la visite d'une maison? On n'a pas nécessairement besoin d'avoir des connaissanses importantes dans la qualité de la construction avant de se lancer dans un projet d'achat de propriété. Par contre, il y a toute l'enveloppe extérieure, tout ce qui est, on pourrait dire, la qualité au niveau de sans que ce soit la sécurité de l'immeuble, mais peut-être pour l'état général de l'air, s'assurer qu'on a une bonne qualité au niveau de l'air ambiant, éviter les problèmes d'humidité. Les revêtements de toiture, la qualité des fenêtres, des ouvertures, des portes et ces choses-là, c'est des choses auxquelles on doit porter une attention particulière. Puis je crois que c'est des éléments qui sont un petit peu encore plus importants que le côté de la qualité esthétique de notre immeuble. On commence par regarder l'enveloppe générale, puis après ça, bien, il y a toujours moyen de faire des investissements judicieux une fois rendu à l'intérieur de la propriété. Si tu avais des conseils à donner, quelque chose à retenir aux téléspectateurs, ce serait quoi? Oui, bien, s'assurer de magasiner à la mesure de nos moyens, donc établir une stratégie par rapport à notre financement dès le départ. Ensuite, on doit établir nos besoins, c'est très important, de se poser les bonnes questions au fur et à mesure de nos recherches et de nos visites, se recentrer régulièrement au niveau de nos besoins. Une fois que ça c'est fait, ne pas hésiter à interpeller justement les professionnels en question pour encadrer notre transaction, s'assurer qu'on fasse bel et bien le bon portrait de notre propriété, puis qu'on achète en connaissance de cause, puis certainement d'acheter à juste prix, s'assurer de bien connaître notre marché avant de tomber en amour avec une propriété. Merci beaucoup pour les renseignements. C'est là qu'on comprend que c'est quand même essentiel d'être entouré de professionnels ou du moins d'avoir des gens qui s'y connaissent dans le milieu. Donc, merci d'être passé par Ça vaut le détour. Merci, Alicia. Merci.